Alors si on appelle grand Q la charge positive et petit q la charge négative, nous avons vu que l'énergie potentielle de la charge Q, et qui dépend de la distance qui la sépare de la charge positive, égale à la constante électrique fois le produit des charges divisé par la distance petit r. En considérant l'atome d'hydrogène qui a un proton chargé positivement, un électron chargé négativement, mais égal en valeur absolue à la charge du proton, l'énergie potentielle vaut K fois E fois moins E sur R, ou moins K fois E au carré sur R. On sait d'autre part que l'énergie totale, que je vais noter E, dans le modèle de Niels Bohr, qui suppose que l'orbite de l'électron est circulaire autour du noyau atomique, 1/2 de EP. Or, EP c'est moins KE carré sur R, donc l'énergie totale vaut moins 1/2 de KE carré sur R. Alors, de cette relation, on peut tirer le rayon en fonction de l'énergie totale. Donc, on a R égale, alors si on fait le produit en croix, pour isoler R, on trouve moins K fois E au carré divisé par 2 fois l'énergie totale de l'électron. Et puisqu'on va avoir besoin du carré du rayon, on peut élever l'expression de droite au carré. On a R carré qui est égal à K carré E à la 4 sur 4 fois l'énergie totale au carré. Alors, on se souvient de l'hypothèse de Bohr. Les niveaux d'énergie sont quantifiés d'une manière telle que le moment angulaire, L, que nous avons calculé comme la masse fois la vitesse fois le rayon pour l'orbite circulaire, égale à 1 entier n fois la constante de Planck. Alors, on peut donc tirer la vitesse qui vaut n fois h bar divisé par la masse fois le rayon. Et il nous reste à remplacer l'expression de V et de R dans la formule de l'énergie totale qui s'exprime en fonction de l'énergie cinétique pour les mouvements circulaires, et donc dans la formule moins 1/2 de mv carré. Donc on a E égale moins 1/2 de m n au carré h bar carré sur m carré r carré. Nous connaissons le rayon au carré, c'est K carré E à la 4 divisé par 4E au carré. Donc on a E égale moins 1/2 fois la masse fois n carré h bar carré sur m carré fois K au carré petit E à la 4 sur 4 grand E au carré. Alors on veut simplifier cette expression et isoler grand E, l'énergie totale. Alors, les masses se simplifient, mais il reste une masse au dénominateur. 4E au carré passe au numérateur. Donc, on a moins n carré h bar carré 4E carré sur 2K carré E à la 4. Alors, on peut simplifier E. De chaque côté, on obtient 1 égale à moins n carré h bar carré. On peut diviser par 2. Donc, on a 2E sur K au carré E à la 4. Et on en tire que E, c'est moins K carré E à la 4. J'ai oublié la masse petit m qui est au dénominateur. Et avec le produit en croix, on a moins K carré E à la 4m divisé par n carré h bar carré multiplié par 2. Alors cette énergie dépend évidemment de n, n'est-ce pas? Et nous pouvons la réécrire
cette fonction d'énergie comme suit. Quelque chose divisé par n carré. Et ce quelque chose au numérateur ne dépend pas de n, bien sûr. Et on voit bien cette chose qu'elle vaut moins k carré E à la 4 fois la masse sur 2 fois la constante de Planck au carré. Appelons E1 cette quantité, car en effet c'est une énergie. Et bien parce que quand on remplace n par 1, on a le numérateur divisé par 1 au carré, n'est-ce pas? Or 1 au carré c'est 1, le numérateur vaut donc E1, le niveau d'énergie minimale, celui qui correspond à l'entier n égale à 1. On a le proton de l'hydrogène autour duquel gravite l'électron, et ce résultat nous apprend qu'il existe un état d'énergie minimum que ne peut dépasser l'électron. L'électron ne peut pas tomber au-dessous de cette énergie. Autrement dit, il y a une orbite circulaire qui correspond à l'état de repos de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Et ceci, bien sûr, assure la stabilité de l'atome, n'est-ce pas? On aurait pensé, dans les modèles anciens, que l'électron chargé négativement tomberait progressivement sur le noyau atomique qui est chargé positivement. Les charges opposées s'attirent. À ce moment-là, l'atome s'effondrerait. Bien sûr, il n'y aurait pas d'atome d'hydrogène puisqu'il ne serait pas stable. Or, nous savons que l'atome est stable. Nous découvrons ici, sous les hypothèses du modèle de Bohr, le niveau d'énergie minimum qui n'est pas égal à 0. C'est une quantité strictement positive qu'on peut calculer puisqu'on connaît la constante électrique K, on connaît la charge de l'électron E, on connaît sa masse m et on connaît la constante de Planck. Donc pour n égale à 1, on a E1 qui est égal à E min, qui est cette expression qui vaut moins 13,6 électronvolts quand on remplace les chiffres, quand on fait les calculs. C'est ce qu'on appelle en anglais le ground state energy level, le niveau d'énergie 0 si on peut dire. Et à ce niveau d'énergie correspond bien sûr l'orbite circulaire et qui est un rayon qu'on va noter à 0. Nous l'appelons rayon de bord de l'atome d'hydrogène et on peut le calculer en remarquant que l'énergie totale de l'électron c'est moins 1/2 de k fois E carré sur R. On va donc écrire E1 comme cette expression pour faire ressortir le rayon R. On a E1 égale moins k carré E à la 4 m sur 2h bar carré qui s'écrit moins 1/2 fois KE carré sur quelque chose. KE carré divisé par une expression, on va l'appeler A0, puisqu'il s'agit du rayon, c'est ce rayon en bleu, et il vaut H bar carré sur M fois K fois E carré. Et c'est le rayon de bord de l'atome d'hydrogène. Alors, il vaut combien? Remplaçons les chiffres, la constante de Planck, la masse de l'électron, la constante électrique, la charge de l'électron, environ 0,0529 nanomètres, à peu près 0,5 fois 10 puissance moins 10 mètres. Alors, cette énergie qu'on exprime en électronvolts, on peut l'écrire en joules, elle vaut moins 2,18 fois 10 puissance moins 19 joules. Cela signifie qu'il faut 2,18 fois 10 puissance moins 19 joules ou encore 13,6 électronvolts pour séparer l'électron du noyau de l'atome d'hydrogène. Et à ce moment-là, on dit que l'atome d'hydrogène est ionisé. Il a perdu son électron, il est devenu ion. C'est un ion. Pour être plus précis, c'est un cation puisqu'il est chargé positivement. Donc on appelle E1 énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène. On va représenter le diagramme d'énergie dans le modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène. Au niveau minimum, quand n vaut 1, on a, comme on l'a vu, moins 13,6 électronvolts. Et le niveau suivant, qui correspond à n égale à 2, se calcule au moyen de la formule que nous avons trouvée. En, c'est moins E1 divisé par n carré.
Donc quand n vaut 2, on a moins E1 divisé par 2 au carré. Ça fait moins E1 divisé par 4, ce qui donne moins 3,4 électronvolts. Et puis au prochain niveau, n égale à 3, on a moins E1 divisé par 3 au carré, donc divisé par 9, moins 1,5 électronvolts. Et puis quand n vaut 4, à peu près moins 0,85 électronvolts. Alors dans cet état, qu'on a appelé en anglais ground state, l'atome est dans son état naturel, tandis que dans les niveaux supérieurs, on dit que l'atome d'hydrogène est excité, et c'est-à-dire qu'il a gagné de l'énergie, et c'est précisément cette énergie qui lui permet de sauter d'un état inférieur vers un état supérieur, et on peut quantifier ce gain d'énergie, bien sûr, grâce à un résultat dû à Albert Einstein. Supposons qu'on soit dans un état d'énergie EI, on voudrait le faire passer de EI à EJ, donc à un état d'énergie supérieur. La théorie de Bohr nous dit que les niveaux d'énergie sont quantifiés. Il faut donc une quantité précise d'énergie, pas n'importe laquelle, pour réaliser ce déplacement. Alors, le passage de EI à EJ nécessite une variation d'énergie qu'on va noter delta E, qui est proportionnelle à la lumière émise pendant ce transfert. Nous savons que lorsque l'électron passe d'un niveau à un autre, ce passage se fait par émission de particules de lumière, de quanta comme disait Einstein. Or, l'énergie de la particule de lumière émise se calcule comme h, la constante de Planck, multipliée par la fréquence de l'onde lumineuse. Par exemple, si on passe du niveau n égale à 3 au niveau n égale à 4, ce passage est accompagné d'émission d'une particule de lumière qui a une fréquence, la fréquence de l'onde lumineuse, et bien sûr une longueur d'onde. Et donc, on peut calculer précisément l'énergie qu'il faut pour faire la transition de n égale à 3 à n égale à 4 en multipliant la constante de Planck par la fréquence de l'onde. Alors, si on considère la longueur d'onde de la lumière émise, on a 1 sur la longueur d'onde qui est égal à la fréquence de l'onde divisée par la vitesse de la lumière, et ceci est égal à delta E divisé par H. En remarquant que delta E, c'est E1 facteur de 1 sur Nj carré moins 1 sur Ni carré. Et si vous dites pourquoi, c'est parce que nous savons que pour tout entier n, En c'est moins E1 sur n carré. Donc si on remplace n par Nj, n'est-ce pas? Ici j'ai Ni et puis ici j'ai Nj. De sorte que 1 sur la longueur d'onde du photon, la particule de lumière émise, c'est la fréquence de l'onde sur la vitesse de la lumière, et c'est le niveau d'énergie minimum, E1, multiplié par cette différence. Et c'est vrai, quels que soient les entiers Ni et Nj. Et ici encore, Bohr a raison, les observations des émissions des raies de lumière pour l'atome d'hydrogène confirment en effet la théorie. On a vérifié au cours d'expériences de laboratoire que les fréquences et les longueurs d'onde des raies de lumière de l'atome d'hydrogène sont compatibles avec ce que prédit la théorie.